ravi de vous retrouver sur i24 News. C'est le morning dans sa version du vendredi matin. Nous sommes ensemble pour une heure de direct, une heure d'actualité. Donc voici tout de suite le programme. À la une de l'actualité ce matin, encore un homme, son nom Andreas Lubitsch. Après avoir refusé d'ouvrir la cabine au commandant de bord, l'homme a volontairement précipité l'Airbus A320 contre la montagne mardi. Un jeune homme sportif, toujours poli et amical. On fait le point dans quelques instants. Deuxième nuit de raid à Sanaa, une coalition de 10 pays emmenés par l'Arabie Saoudite a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une intervention militaire. La rivalité entre l'Arabie Saoudite sunnite et l'Iran chiite transformera-t-elle donc ce conflit interne en véritable guerre régionale? On posera la question à notre spécialiste. Et puis hier à Lausanne, les États-Unis et l'Iran semblaient relativement optimistes. Ils ont repris leur discussion sur le nucléaire, déterminés à arracher un compromis historique avant la fin du mois, et ce malgré un contexte régional de plus en plus tendu et l'activisme redoublé des adversaires d'un accord. On fait le point sur ces négociations dans un instant. Et avec moi sur ce plateau ce matin, Betsabe Salem, bonjour, merci d'être avec nous. Michel Kishka, notre dessinateur de presse préféré, merci de nous avoir rejoints ce matin. Ali Waket, spécialiste du monde arabe, bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous. Betsabe, honneur à vous ce matin. Et on va faire le point sur cet Airbus A320. Selon le procureur de Marseille, la boîte noire accuse bien le copilote qui était seul aux commandes de cet Airbus de la compagnie Germanwings. Il a manifestement volontairement actionné la descente de l'avion. On fait tout de suite le point en images avec Julia Galancia. C'est un scénario inimaginable qui a pourtant bien eu lieu. Car la boîte noire retrouvée hier a parlé. Mardi matin, après le décollage de Barcelone, les 20 premières minutes de l'enregistrement donnent à entendre des échanges enjoués entre le commandant de bord et le copilote, Andreas Lubitsch, 28 ans. C'est lors du briefing en vue de l'atterrissage à Düsseldorf en Allemagne que le copilote fait des réponses plus brèves. Resté seul aux commandes de l'appareil après la sortie du cockpit du commandant de bord, vraisemblablement parti aux toilettes, Andreas Lubitsch actionne alors le bouton de descente. Sur l'enregistrement de la boîte noire, on entend plusieurs appels du commandant de bord pour demander l'accès à la cabine de pilotage. La porte blindée est bloquée et seul un pilote à l'intérieur du cockpit peut débloquer la porte. Le commandant de bord tambourine de plus en plus fort, mais aucune réponse à l'intérieur du cockpit. Andreas Lubitsch, dont on entend jusqu'à la fin la respiration régulière, n'a pas non plus répondu aux appels de la tour de contrôle qui s'est rendu compte de la descente anormale de l'avion. Ces motifs restent inexpliqués, mais le procureur de la République de Marseille précise qu'il n'était pas répertorié comme terroriste. Alors, suicide ou attentat suicide, il y a eu en tout cas volonté de détruire l'avion. À ce stade, au jour d'aujourd'hui, avec l'ensemble des investigations qui sont portées à ma connaissance, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Maintenant, on verra l'environnement de cette personne. Quand on suicide tout seul. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce terme suicide. Quand on a la responsabilité de 150 personnes derrière, je n'appelle pas ça forcément un suicide. C'est tout. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas utilisé ce terme. Mais effectivement, bon, on peut se poser légitimement la question. Je comprends que vous posiez la question. Durant les 10 dernières minutes de vol, Andreas Lubitsch ne prononce aucun mot et aucun signe de panique ne transparaît. Selon la compagnie aérienne Lufthansa, Andreas Lubitsch avait passé un certain nombre de tests médicaux et psychologiques. Aucune objection à son parcours et quant à ses capacités n'avait été faite. Il y a eu, je tiens à le mentionner, une pause plus longue dans sa formation il y a 6 ans. Mais ensuite, ses qualifications ont été vérifiées à nouveau. Il a repris son entraînement à nouveau. Il a passé tous les tests médicaux liés au vol. Il était 100% apte à voler sans limitation ni exigence particulière. Quant aux passagers, ils ne se sont rendus compte de ce qu'il se passait qu'au tout dernier moment et sont morts sur le coup. Dans les dernières secondes avant l'impact sur la montagne, l'enregistrement de 30 minutes laisse entendre l'alerte signant la proximité du sol et les cris des passagers. Conséquence immédiate de ce crash manifestement volontaire, la compagnie aérienne à bas prix Norwegian Air Shuttle va imposer la présence en permanence de 2 personnes dans le cockpit. Alors voilà pour les dernières décisions. Betsabe, on va jeter un coup d'œil à la presse. Comment les médias perçoivent ce matin ces révélations? La presse a été littéralement choquée, bouleversée par ces révélations. Tous les quotidiens affichent cette info en première ligne. Le copilote voulait vraisemblablement détruire l'avion. Alors plusieurs sentiments qui dominent la presse. Ce matin, vous avez l'angoisse de cette descente tragique, probablement volontaire. Alors Libération insiste, le récit est terrifiant. Il n'avait aucune raison
raison de ne pas répondre. Et pourtant, pendant les 8 minutes tragiques de descente, donc, le copilote, seul dans sa cabine, est resté totalement silencieux, écrit le journal. De quoi presque nous donner des frissons. Et bien sûr, ces détails qui relèvent d'un film d'horreur attirent l'attention au-delà des frontières de la métropole. Outre-Manche, le Guardian nous décrit ainsi les dernières minutes à partir du moment où le commandant de bord passe la main à son copilote pour quelques minutes, n'ayant aucune raison de s'inquiéter. Le vol s'étant passé de façon totalement ordinaire jusque-là. Et de la même façon, outre-Atlantique, le New York Times nous décrit ce qui s'est passé durant cette descente dite fatale, dont on ne peut entendre que la respiration d'Andrea Lubitz. Alors, autre sentiment qui domine, c'est finalement le flou, l'ignorance aussi. Oui, alors côté Lufthansa, maison mère de la compagnie Germanwings, le Monde relève pour l'heure pas le moindre indice sur les motivations d'Andreas Lubitz. Le Monde qui se penche ainsi sur l'hypothèse du suicide. En effet, depuis une vingtaine d'années, plusieurs enquêtes ont conclu que des pilotes d'avions de ligne avaient délibérément fait s'écraser leur appareil, même si cette motivation suicidaire ne peut être établie de façon certaine. Suicide qui, s'il était confirmé, pourrait compliquer l'indemnisation des familles des victimes, écrit le Figaro. Germanwings va rapidement reverser des aides d'urgence aux familles des passagers, mais elle pourrait contester sa responsabilité dans l'accident et ainsi s'épargner une partie des indemnités. Alors justement, en parlant de responsabilité, explique les compagnies aériennes ne font-elles pas passer des tests psychologiques à ces pilotes? Ce n'est pas une obligation, c'est que s'explique en Allemagne. Die Zeit, en l'occurrence, Lufthansa, ne procède pas à ces tests psychologiques. En tout cas, les médias se sont penchés depuis hier largement, dès qu'on a eu les prénoms et les premières informations sur la vie de ce fameux Andrea Lubitz. Voilà, exactement. Alors, sur les mystères de cet homme impeccable, écrit par exemple El País en Espagne, pays particulièrement touché, on le rappelle, puisque les victimes étaient essentiellement de nationalité espagnole et allemande. Alors, presque un appel à témoins côté 20 minutes en France qui explique que les enquêteurs doivent désormais décortiquer sa vie privée pour en connaître les détails les plus intimes. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui de sa vie, de son parcours, le Nouvel Obs se penche sur le passé d'un Allemand de 28 ans, somme toute normale, calme mais sympathique selon des proches. Rue 89 dénonce de son côté, je cite, une hystérie médiatique autour de la nationalité du copilote. Certains journalistes s'étant essayés à demander au procureur de Marseille quelle était la religion de Lubitz, à quoi Brice Robin a répondu qu'il ignorait quelle était son origine ethnique et qu'il n'était pas répertorié comme terroriste si cela était l'objet de la question. Et les médias qui n'oublient pas non plus les familles des victimes. Alors, un mot des familles endeuillées qui, venant essentiellement d'Allemagne et d'Espagne, sont arrivées hier à bord de plusieurs cars à proximité du lieu du crash et qui racontent RFI sont sous le choc, bien sûr, de ces révélations, tandis que les opérations de récupération des corps continuent et les identifications des ADN ont été lancées, ce qui n'aide pas, bien sûr, le deuil des familles. Plusieurs semaines, toujours selon ce procureur de Marseille. Michel, vous avez dessiné ce crash. On commence avec votre premier dessin à ce sujet. Évidemment, j'ai fait un premier dessin. Vous savez, quand il y a appelons ça quoi, une catastrophe, un drame, c'est toujours pas simple. Parce que vu qu'on cherche toujours, nous les dessinateurs, l'angle humoristique, a priori il n'y en avait pas. Un angle humoristique, il n'y en avait pas. Mais il faut dire que les révélations finalement sur le fait que l'avion aurait été écrasé volontairement par le copilote, ça ouvre des possibilités. Alors, le premier dessin, je ne sais pas si on l'a vu ou si on va le voir, mais j'ai dessiné tout simplement ces débris dans les Alpes, avec les monts un peu enneigés, des débris éparpillés partout, et il y a deux gens des secours. Et quelle horreur, un vol low cost qui finit en holocauste. Bon, c'était un petit jeu de mots pas facile, je ne pourrais pas dire un jeu de mots facile, mais enfin, c'était une manière d'exprimer une douleur par rapport d'abord au fait qu'il y ait quand même 150 victimes. Les accidents d'avion, ils sont toujours très, très... disons, spectaculaire. C'est pas comme un accident de voiture. Il y a toujours des centaines de victimes. D'autant plus quand il n'y a aucun survivant. Et puis on a en mémoire depuis le 11 septembre. Et puis avant, il y avait aussi eu des attentats sur des avions. Donc on a quand même toujours une espèce une association d'idées avec quelque chose qui est peut-être criminel à la base. Donc en tout cas qui est douloureux. Donc j'ai d'abord fait ça. Et puis après, les révélations sur le fait que il est resté 8 minutes en cabine, qu'il n'a pas répondu
le fait que aussi que la boîte noire permette d'entendre sa respiration, c'est quand même assez terrible, tout ce qu'on peut entendre et qu'il n'a pas réagi. Et que d'après sa respiration, il a eu un même rythme de respiration tout le temps, d'après ce qu'on sait, d'après la boîte. Bon bref, finalement j'ai fait un deuxième dessin, j'espère qu'on va pouvoir le voir. On parle plus des 149 victimes, donc il l'a entraîné finalement. Voilà, donc j'ai dessiné c'est un débris de Germanwings, éparpillé partout parmi les débris. Et c'est game over et le score du copilote c'est 0. Comme si c'était un jeu, je me suis dit, ce serait pas impossible, d'accord, si jamais on trouve aucune raison ou psychologique ou même terroriste à cet attentat. J'imagine que des jeux vidéo peuvent donner des idées à des gens et c'est pour ça que je me dis que finalement il a considéré cet avion plus comme un jeu que comme... finalement plus trop de limites entre... Que c'était virtuel, que c'est passager, c'était virtuel, c'était des pixels sur l'écran de son imagination. Et que même s'il avait, disons, des pulsions suicidaires, quand même, aller faire ça et entraîner dans sa mort 150 personnes innocentes. Il y a une folie incroyable là-dedans et il fallait que je réagisse dans un dessin quand même qui ironise sur le pilote. Et sur cette perte de repères. Merci Michel, on continuera à en parler de l'actu en dessin dans quelques instants. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est bien évidemment cette deuxième nuit de bombardement sur le Yémen. L'Arabie Saoudite, vous le savez, a lancé une opération militaire au Yémen impliquant plus de 10 pays. On fait le point en images avec Cyril Amar, on en reparle juste après. Face à l'avancée fulgurante des rebelles chiites, le chef de la diplomatie yéménite a lancé mercredi un appel au secours. Notre demande pour une intervention militaire est logique. Nous ne devrions même pas avoir à la demander pendant que le reste du monde ne fait qu'observer. Les pays voisins et du Golfe ne devraient pas observer sans rien faire. Appel entendu. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les premiers F-15 saoudiens décollent, direction le Yémen. L'opération Tempête de fermeté est lancée. Quelques heures plus tôt, l'ambassadeur saoudien à Washington en définissait les contours. L'objectif est de défendre le gouvernement légitime du président Hadi des tentatives de prise de pouvoir par les milices houthis au Yémen. L'usage de la force est toujours le dernier recours et c'est avec beaucoup de réticence que nous avons fait ce pas avec nos partenaires du Conseil de coopération du Golfe ainsi que des pays en dehors du Conseil. Selon la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya, 150 000 soldats seraient mobilisés. 4 navires de guerre égyptiens auraient même franchi le canal de Suez en direction du Yémen pour sécuriser le golfe d'Aden. Une opération d'envergure qui rassemble une dizaine de pays. Les monarchies du Golfe, bien sûr, mais aussi leurs alliés sunnites. De son côté, Washington a assuré Riyad de son soutien sur le plan logistique et du renseignement. Selon un premier bilan, 15 personnes auraient été tuées dans les bombardements qui ont visé la capitale, Sanaa, tombée aux mains des rebelles depuis le mois de septembre dernier. Ces criminels saoudiens, américains et israéliens ne nous vaincront pas. Cela va renforcer encore plus notre pouvoir et notre volonté de les éradiquer de la carte parce qu'ils prennent pour cible des innocents et des civils au Yémen. Si l'intervention militaire a été accueillie avec soulagement par le gouvernement yéménite, l'Iran, accusé de soutenir les rebelles, a qualifié la démarche saoudienne de dangereuse. Nous estimons qu'une intervention militaire ne peut que plonger la région encore plus dans la tourmente et n'aura aucun avantage pour les pays impliqués. Nous avons fait de notre mieux et continuerons de faire de notre mieux pour essayer de limiter et contrôler cette crise. Contrarié par l'influence croissante de Téhéran dans la région, Riyad ne veut pas être défié sur son propre terrain de jeu. Mais malgré lui, le Yémen est pourtant aujourd'hui le nouveau théâtre de la rivalité entre les deux poids lourds de la région. Alors justement, un nouveau théâtre entre deux poids lourds finalement. L'Arabie Saoudite, Ali, est-ce qu'elle était directement menacée par ce qui est en train de se passer au Yémen? Oui, tout à fait, Nathalie. Si jusqu'à présent on parlait de l'Irak, on parlait de la Syrie ou encore du Liban, c'est la première fois que l'Arabie Saoudite risquait de tomber
entre l'Iran d'un côté et des alliés de l'Iran de l'autre côté. Cette situation, l'Arabie saoudite ne pouvait pas se permettre de l'avoir sur ses portes. Deux, stratégiquement, Bab el-Mandeb, c'est une région très stratégique pour le passage du pétrole. L'Iran déjà contrôle le détroit d'Ormuz et les Saoudiens ne voulaient pas que l'autre détroit important et stratégique pour le passage du pétrole, Bab el-Mandeb au Yémen, qui donne sur la mer Rouge, soit sous contrôle de l'Iran ou de ses alliés. Il y a une guerre d'influence entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc le Yémen, c'est finalement un peu le théâtre d'un règlement de compte entre ces deux géants, ces deux poids lourds de la région. C'est plus qu'un règlement de compte. Le règlement de compte, on le voit en Irak, on le voit en Syrie, on le voit au Liban. Mais cette fois-ci, c'est à la porte de l'Arabie saoudite. Ça risquait de changer la géopolitique, la totalité même de la géopolitique de la région, si jamais les Iraniens avaient un régime satellite à la frontière avec l'Arabie saoudite. Alors du coup, on est en droit de se poser la question, Ali, est-ce que ce conflit qui n'était qu'interne jusqu'à il y a quelques jours peut se transformer en véritable guerre régionale? À mon avis, pas pour le moment, du fait que les Houthis et leurs alliés au Yémen et les Iraniens n'ont pas imaginé que l'Arabie saoudite, d'une façon très discrète, pourra construire cette coalition arabe. La dernière chose que les Iraniens veulent voir à présent, une guerre arabe contre l'Iran, alors que les Iraniens se présentent comme les défenseurs des opprimés arabes, les défenseurs des pays arabes faibles. Mais Nathalie, il faut payer attention à un élément très important. Nous, on a tendance à dire que la confrontation au Yémen fait partie, c'est encore un morceau dans cette guerre entre chiites et sunnites. Je vais mettre un peu de l'ordre. Les Houthis sont des haïdites. Les haïdites se sont décidés du chiisme avec le 4e imam, alors que depuis, il y avait encore 8 imams. Donc, c'est très tôt dans l'histoire du chiisme que les Houthis se sont décidés, se sont dividés, se sont séparés du chiisme. 1 et 2, sans le soutien des grandes tribus sunnites du Nord, notamment la tribu d'Al-Ahmar, et bien sûr de l'ancien président Ali Abdallah Saleh et les alliés et les chefs de l'armée yéménite à majorité sunnite. Les Houthis ne pourraient pas avancer de la manière et du rythme qu'ils ont avancé. Donc il est vrai qu'il y a cet aspect, l'élément sunnite, il est présent, mais il ne reflète pas la totalité de cette confrontation entre Houthis et entre l'Arabie saoudite, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Alors si on élargit encore, Ali, les États-Unis, ils ont pesé de tout leur poids pour assurer au Yémen, touché lui aussi par ce printemps arabe, finalement une transition un peu plus pacifique. Est-ce que ce qui a raté en Syrie pourrait réussir à Sanaa? Je ne vois pas, parce que vous savez, le même jour que les États-Unis ont mis au service des pilotes saoudiens leur intelligence, leur information sur les bases des Houthis, pour la première fois, les États-Unis ont bombardé à Tikrit des postes de l'État islamique pour permettre à l'armée irakienne, autre allié de l'Iran, d'avancer dans la ville natale de Saddam Hussein. C'est vrai que Américains et gouvernement irakien se sont mis d'accord que les milices chiites qui participaient à cet effort de l'armée irakienne pour reprendre la ville de Tikrit ne participent pas dans l'effort militaire. Mais on voit le même jour, les États-Unis essayent de balancer entre sa volonté de ne pas perdre l'Arabie saoudite et son influence dans les pays sunnites, mais de l'autre côté, elle ne veut pas non plus renoncer à ce rapprochement avec l'Iran en soutenant par des raids aériens les efforts de l'armée irakienne de se débarrasser de l'État islamique à Tikrit. Alors justement, l'Iran, Ali, très préoccupé ces derniers jours, en tout cas depuis hier, plus précisément par la signature d'un accord avec les puissances du 5+1. Ils ont jusqu'au 31 mars, donc dans 5 jours, pour conclure un accord politique qui a déjà, je vous le rappelle, été reporté 2 fois. On va faire le point en images, on en reparle après. Dernière tentative pour arracher un compromis sur le nucléaire iranien. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien se retrouvent à Lausanne moins d'une semaine après de précédentes discussions. Et cette fois-ci, les négociateurs se montrent plutôt confiants, à l'instar du vice-président de la République islamique.
Dans l'ensemble, je suis optimiste, mais il y a les événements de la région et internationaux, ainsi que ceux qui, sur le plan international, voient leurs intérêts dans les troubles et l'absence de règlement de cette question. Ils essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord. Dernier rebondissement, François Hollande s'est entretenu avec le président iranien Hassan Rouhani. Il lui a demandé un accord durable, robuste et vérifiable. Le chef de l'État iranien s'est également adressé au Premier ministre britannique et a demandé l'annulation de toutes les sanctions. De son côté, le Kremlin affirme que Rouhani et le président Vladimir Poutine espèrent un succès lors de ces négociations. Toutefois, de nombreux points de blocage subsistent. Les Occidentaux exigent la mise en place d'un régime de surveillance renforcé. Objectif, maintenir sous cloche le programme nucléaire iranien. Les États-Unis réclament une durée d'environ 10 ans. Les Français, eux, souhaitent un cycle plus long, 25 ans au total. Pour Téhéran, une telle durée est tout simplement inacceptable. L'Iran dispose de 20 000 centrifugeuses, dont la moitié en activité. L'accord envisagé limiterait leur nombre à environ 6 500. Mais les Occidentaux craignent que les Iraniens mettent au point des machines plus performantes, d'où leur volonté de surveillance. Pour un contrôle efficace, la IEA devrait avoir un accès illimité aux sites et aux chercheurs, ce que refuse Téhéran. L'Iran réclame l'annulation de toutes les sanctions internationales. Les Européens et les Américains souhaitent lever certaines sanctions qui concernent seulement les secteurs vitaux, mais ils ne souhaitent pas lever certaines résolutions des Nations Unies qui portent sur les activités de prolifération nucléaire. Des blocages susceptibles, selon certains diplomates, d'être levés d'ici quelques jours. Alors voilà. On a posé les parties en présence et la situation. La partie qui s'annonce particulièrement serrée à Lille, malgré ce qu'on voit d'un côté, l'enthousiasme finalement des États-Unis, les réticences de Téhéran et puis un scepticisme plutôt affiché de la part de certains Occidentaux, comme par exemple de la France. Alors est-ce que dans 5 jours, c'est mardi la deadline, est-ce qu'on aura un accord sur ce nucléaire iranien? Je ne sais pas, Nathalie. Les informations changent tout le temps de ce qui provient de Lausanne, mais on a parlé il y a quelques secondes de la situation au Yémen. On ne peut pas déconnecter ce qui se passe au Yémen de ce qui se passe au Lausanne. Les Iraniens ont des intérêts à défendre. Les Iraniens utilisaient leur projet nucléaire. Est-ce que ça risque d'avoir une incidence, une influence, parce que les États-Unis qui battent finalement, luttent contre les Iraniens sur le sol yéménite, mais veulent décrocher un accord après de l'autre côté à Lausanne. Est-ce que ça risque d'avoir une certaine influence? Ça peut avoir une influence, bien sûr, parce que les Iraniens, une des cartes des Iraniens, c'était de jouer entre leur plan nucléaire et leur influence régionale et le rôle qu'ils voulaient que l'Occident leur accorde dans le monde, notamment dans cette région. Et du coup, quand l'Occident est impliqué directement ou indirectement dans le soutien de cette coalition anti-Iran qui s'est formée au Yémen, ça peut avoir des conséquences sur la position, ça peut endurcir les positions des négociateurs iraniens. Mais en fin de compte, les Iraniens veulent voir deux choses: les sanctions levées et de l'Occident reconnaître le poids, le rôle historique de l'Iran dans cette région. Maintenant, il y a un troisième élément, c'est que ce sont les divisions internes en Iran entre... Alors, quels sont les points de blocage concrètement pour parvenir à un accord? Bon, le point de blocage, c'est le rythme de la levée de sanctions, le système de surveillance sur le projet nucléaire iranien, et 3, les pourcentages d'enrichissement de l'uranium et des centrifuges. Donc, ce sont ces 3 points principaux. Les Iraniens, bien sûr, essayent de connecter les négociations à Lausanne avec ce qui se passe dans le monde, la participation de l'armée iranienne dans la lutte anti-État islamique, anti-djihadisme. Mais pour le moment, Nathalie, on voit qu'il y a une volonté américaine, surtout moins une volonté européenne, mais essentiellement une volonté américaine de voir l'Iran s'intégrer
dans la communauté internationale, des États-Unis qui sont prêts à discuter une éventualité que l'Iran fasse partie de la famille nucléaire au monde, mais bien sûr l'énergie nucléaire qui soit pour des buts civils et non pas pour des buts militaires, chose que Israël d'un côté et les pays du Golfe qui participent dans cette coalition anti-Iran au Yémen n'envisagent pas. Merci beaucoup Ali d'avoir fait le point pour nous et d'avoir un peu débroussaillé cette actualité particulièrement dense ce matin. Michel, je me tourne à nouveau vers vous. On va parler un petit peu politique israélienne puisque cette semaine, tout de même, Benjamin Netanyahou s'est vu sans grande surprise confier le poste à nouveau de Premier ministre. Je voulais juste continuer ou en tout cas poser à Ali la question. Est-ce que tu ne penses pas finalement que pour Obama, c'est le seul dossier finalement qu'il essaye de faire aboutir au bout de ces 2 mandats? Parce que par rapport à ce qu'il a annoncé en début de mandat et la popularité qu'il avait et la situation dans laquelle il se trouve interne sur la fin de son second mandat, finalement, on ne peut pas dire qu'il a un bilan tellement positif. Michel, on parlait du dossier de Cuba et on a parlé que le dossier iranien ou encore le dossier israélo-palestinien peut devenir le deuxième dossier dans le cadre duquel Obama voulait marquer ses traces sur l'histoire. Mais plus le temps avance, plus on voit que les institutions du Parti démocrate ne laissent pas le président Barack Obama renoncer aux intérêts électoraux et autres du Parti démocrate pour aller au bout et présenter plus de concessions aux Iraniens ces derniers jours, et peut-être grâce aussi au discours de Benjamin Netanyahou au Congrès, on voit les Américains un peu plus sceptiques vis-à-vis des Iraniens. On voit les négociateurs américains être plus durs qu'ils n'étaient dans les rounds précédents. Ok, merci. Allez, retour à l'actualité. On revient à l'actualité israélienne. Alors, ce dessin sur Benjamin Netanyahou et la formation de la coalition. On avait l'impression, vu le scrutin, que en fait, ça allait être un jeu d'enfant, finalement, de faire un gouvernement, puisque voilà, c'est droite-droite, il n'y a pas de... Il va y avoir, bon, même Lapid va être dans l'opposition, apparemment, en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé cette semaine. Eh bien non, finalement, il y a chaque ministère, il y a 3 candidats minimum de partis qui finalement, que ce soit entre Bennett et Lieberman et le Likoud, voilà, ils s'estiment tous dignes d'avoir les postes les plus importants. Vous savez, en Israël, c'est la défense, les affaires étrangères et le trésor. Le trésor aussi, voilà. La bataille du trésor. Tout le monde se le dispute. Et évidemment, alors, on entend déjà des voix de l'intérieur du Likoud qui sont en train de se lever. Et vu que Netanyahou n'est pas particulièrement connu pour sa capacité de décider, alors on a l'impression que cette coalition, en tout cas le temps qui est donné pour la former, ils vont l'utiliser jusqu'à la dernière seconde. Que alors ça va être beaucoup moins simple. On est un peu à court de temps, Michel, et je voudrais qu'on termine quand même sur votre dessin et sur la France. Oui. Vous avez dessiné les départementales et puis cette montée du FN. Eh ben voilà, pour être honnête, c'est le dessin que j'ai fait au moment des européennes. J'ai tout simplement changé la bulle qui sort de la bouche de Marine Le Pen, parce qu'en fait, les départementales étaient le jour de la plus grande marée en France, la marée de l'année. On a vu le Mont-Saint-Michel devenir une île en 1 minute, ça a été assez impressionnant. Et donc finalement, voilà, c'est Marine et la marée marine. Ce matin dans voilà, et en fait, finalement, Israël et la France sont sur un même plan, grosso modo. Merci Michel, merci à vous. On se rejoint juste après un tout nouveau journal. Sur le plateau du Morning. Merci de nous être fidèles avec moi, Marie Chek. Bonjour Marie, merci d'être avec nous ce matin. Maurice Fergan, vous nous avez rejoint. Bonjour, pour passer en revue finalement ce que la presse israélienne a à nous offrir ce matin. Et on commence bien évidemment avec le Yediot Ahronot qui parle des difficultés qui commencent pour Benjamin Netanyahou et la formation d'une coalition. La construction d'une coalition et les difficultés qui débutent. En fait, les premiers accros étaient apparus hier, avant même le début officiel des tractations. Le parti centriste Kulanu de Moshe Carlon avait décidé de boycotter la première rencontre avec le Likoud. L'allié de droite de Netanyahou, Naftali Bennett, a menacé de prendre la direction des sièges de l'opposition et les barons du Likoud grognent. Apparemment, il n'y aura pas suffisamment de postes ministériels d'importance pour leur parti, affirme Yediot Aharonot.
Alors Haaretz, pareil, s'intéresse à cette construction de la coalition et titre sur la taille des costumes ministériels. Netanyahou commence à peine à tailler les costumes, écrit Haaretz que Naftali Bennett et le Likoud sont sous pression. Mais ce qui semble le plus réjouir Yossi Werther, l'éditorialiste d'Haaretz, ce sont les piques lancées par le président de l'État contre Netanyahou. S'il y avait une once de joie dans le cœur de Rivlin en confiant le mandat à Netanyahou, le président est bien parvenu à la cacher, écrit Yossi Werther. Reuven Rivlin n'oublie pas et n'oubliera pas, mais pardonne, écrit l'éditorialiste. Ce qui semble plus incroyable, poursuit-il, c'est que Netanyahou va constituer son 4e gouvernement en 20 ans. Alors le Jérusalem Post s'intéresse, lui, sur les menaces d'union qui planent sur la formation de cette coalition. Exactement, on parle toujours de cette union nationale qui pourrait être constituée. Alors le Likoud veut utiliser ces perspectives d'union nationale proposées par le président de l'État pour convaincre ses partenaires naturels de réduire leurs appétits politiques. Au premier jour des tractations, chacun présente des positions maximalistes, mais certains de nos partenaires n'ont pas compris qu'il y a un deadline et que les compromis sont nécessaires, a déclaré un des chef de la délégation du Likoud. Apparemment, ils n'ont pas encore intériorisé que nous avons gagné les élections, a-t-il dit au Jerusalem Post. Alors, deadline et compromis, c'est un vocabulaire qui pourrait convenir également à un autre dossier, le dossier iranien, et l'Israël Hayom se concentre finalement sur la place de l'Iran dans la région. Oui, le dossier iranien qui est toujours à la une de Israël Hayom, c'est leur cheval de bataille. Israël Hayom reprend à son compte les critiques de la presse américaine contre le président des États-Unis. Obama reconnaît la place de l'Iran comme principale puissance au Proche-Orient, titre Israël Hayom. En d'autres termes, les États-Unis se débarrassent ainsi de leur fardeau et laissent les mains libres à l'Iran. C'est ainsi d'ailleurs que le Wall Street Journal définit la doctrine politique d'Obama. Obama a plongé les relations israélo-américaines au niveau le plus bas que l'on ait connu depuis des dizaines d'années, écrit le quotidien. En résumé, pour Israël Hayom, Obama a trahi ses alliés au Proche-Orient, Jérusalem, Riyad et le Caire au profit de Téhéran. Et Maariv, justement, qui se concentre sur ce cheval de bataille, s'il en est de Barack Obama, Maariv qui considère que la solution à 2 États est peut-être morte. Oui, Maariv se base sur une déclaration de l'émissaire des Nations Unies pour le Proche-Orient, Robert Sari, au quotidien Maariv. Donc, la solution à 2 États, Israël et la Palestine, est peut-être morte et nous devons intervenir, a-t-il déclaré. Si les 2 parties ne souhaitent pas reprendre les pourparlers, mais croient encore à la solution de 2 États, il est possible que la communauté internationale s'implique pour définir les paramètres du processus de paix. Les implantations ont liquidé toute possibilité de parvenir à une solution au conflit, constate-t-il, et Robert Sari de préciser que l'arrêt de la coopération entre Israël et l'autorité palestinienne sera le dernier clou planté dans le cercueil des accords d'Oslo. Alors la presse israélienne qui ne joue pas que dans la cour des grands et des politiciens et des dossiers iraniens, etc. Mais on parle aussi de foot dans la presse. De foot, absolument, c'est ça. En vérité, c'est ça qui passionne la presse israélienne et ses lecteurs. C'est le match de foot prévu demain soir au stade de Haïfa entre la sélection nationale israélienne et la sélection du Pays de Galles, un 4e match clé dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2016. Alors ce matin, les titres des quotidiens sont bombastiques. Regardez, Haaretz, le meilleur spectacle en ville jusqu'à nouvel ordre. On attend demain soir pour se prononcer. On s'en marie sceptique sur la Israël Hayom titre moment de vérité pour la sélection nationale et Yedir Tachonot, c'est carrément la folie qui commence. Alors le résultat, je vous l'ai dit, samedi soir, une victoire sur le Pays de Galles entrouvrir la porte de l'Euro 2016 pour Israël. Merci Maurice, on sera tous devant nos écrans donc demain soir. En tout cas, ce qui nous intéresse pour l'heure sur ce plateau, c'est bien la politique israélienne. On va rejoindre Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, bonjour. Alors, sauf rebondissement, finalement, la coalition que Netanyahou s'apprête à former sera l'une des plus à droite jamais constituées en Israël. Oui, vous avez bien fait de préciser, Nathalie, sauf rebondissement, parce qu'il y a, c'est le propre de toutes les négociations en vue de la formation d'un gouvernement et d'une coalition. Eh bien, c'est le propre du fait qu'il peut y avoir, durant ces 28 jours qui, selon la loi, doivent permettre à Benjamin Netanyahou de former le prochain gouvernement, il peut y avoir des obstacles, et il y en a déjà, d'ores et déjà, puisque pour l'instant, avec les principaux futurs partenaires de la coalition, cela ne se passe pas mal avec le Israël Beiteinu, le Yahadut HaTorah, le judaïsme de la Torah, les orthodoxes, le parti Chasse. Et avec ces 3 partis, d'une certaine manière, Benjamin Netanyahou semble aller vers un accord de coalition, mais il y a des difficultés avec 2 formations, le foyer juif de Naftali Bennett
et le parti Kulanu de Moshe Carlon. Alors justement, Daniel, concernant Naftali Bennett et Moshe Carlon, Naftali Bennett, il pourrait éventuellement, en tout cas c'est ce qu'il a menacé de faire, rejoindre l'opposition. Est-ce que c'est simplement une façon de faire monter les enchères? Idem pour Moshe Carlon, qui a annulé donc cette rencontre hier entre les représentants de son parti et les négociateurs de Netanyahou. Alors c'est quoi? C'est juste une façon de faire monter les enchères? Oui, c'est effectivement une sorte de bras de fer entre Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett. Naftali Bennett veut obtenir plusieurs portefeuilles ministériels. Alors, il a des exigences qui sont plus élevées. Par exemple, il voudrait avoir le portefeuille des affaires étrangères ou celui de la défense. Et finalement, l'objectif est de trouver un compromis un petit peu plus bas que ces exigences qui sont irrecevables pour l'instant pour Binyamin Netanyahou. L'objectif, par exemple, de Naftali Bennett, c'est d'obtenir 3 portefeuilles ministériels. L'un pour lui, peut-être un portefeuille un peu plus élargi que celui qu'il avait dans le précédent gouvernement, c'est-à-dire peut-être un ministère du commerce élargi. Mais il a besoin aussi pour ses partenaires, c'est-à-dire pour Uri Ariel et pour Ayelet Shaked, de 2 portefeuilles supplémentaires. Et donc c'est ce qu'il veut obtenir, mais pour l'instant il fait croire qu'il a une possibilité de siéger dans l'opposition. Et de la même manière, Binyamin Netanyahou lui aussi fait croire qu'il a une autre option. C'est le propre de toute des négociations dans ce cadre de la formation d'un gouvernement. Il fait croire qu'il a la possibilité, par exemple, d'attirer l'Union sioniste dans un gouvernement d'union nationale. Parlons justement, Daniel, de cette arme secrète, finalement, ou pas, de Benyamin Netanyahou, le gouvernement d'union pour le Premier ministre. Est-ce que c'est un coup de poker ou est-ce que c'est une éventualité sérieuse qu'il considère? Écoutez, c'est une éventualité qui reste toujours, qui existe toujours, mais elle n'est pas d'actualité pour l'instant. C'est-à-dire Binyamin Netanyahou peut brandir cette arme face à Naftali Bennett, mais elle n'est pas tout à fait persuasive parce que, on le sait, Yitzhak Herzog l'a dit et répété au cours de la semaine, il n'a pas l'intention de siéger dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Mais cette éventualité pourrait devenir d'actualité à la fin de la première période donc accordée par la loi pour former la coalition gouvernementale, c'est-à-dire à la fin des 4 premières semaines. Si effectivement Binyamin Netanyahou ne parvient pas à trouver un accord avec ses principaux partenaires, eh bien alors cette option pourrait ressurgir, en particulier avec le soutien du président de l'État qui n'a pas caché qu'il souhaitait un gouvernement élargi qui puisse répondre aux défis de la société israélienne, modifier le système électoral et surtout avoir une forme de légitimité au sein de la communauté internationale à la suite en particulier de la tension qui existe aujourd'hui entre Binyamin Netanyahou et Barack Obama. Merci Daniel pour ces précisions. Maurice, une réaction à ce que vient de dire Daniel? Oui, pour confirmer, on parle pas du tout de plateforme politique du prochain gouvernement. On ne discute pas politique, on discute de la distribution de portefeuilles, ce qui laisse penser que les discussions politiques réelles se passent ailleurs et pas autour de ces tables de négociation et qui laisse ouverte effectivement la porte à des surprises. On pourrait avoir des surprises, notamment la nomination de personnalités extérieures au milieu politique pour donner à ce futur gouvernement un aspect plus ou professionnel ou centriste. En tout cas, réponse au plus tard, le 5 mai. Merci à vous. Maurice, on va parler culture avec Marie. Vous en parlez souvent en coulisses. Et bien cette fois, ce sera en plateau que vous vous rejoindrez. Marie, bonjour. Alors vous venez nous parler ce matin d'une expo agricole au musée de Petah Tikva. On ne parle pas souvent de Petah Tikva sur ce plateau. Alors un musée qui expose avec des thèmes du moment et aujourd'hui c'est le rapport entre l'art et l'agriculture. Il faut dire que l'agriculture en Israël ça a un sens particulier, c'est une idéologie presque. Tout à fait. De toutes les façons il y a presque une contradiction entre le mot culture, art et agriculture, c'est la nature. Donc on a un mélange qui se fait de plus en plus dernièrement entre je dirais le laboratoire de indoor et la serre de outdoor. Et l'idée de parler, de traiter un sujet qui est si important à ce pays où vraiment les pionniers arrivaient dans des kibbutzim où l'agriculture était la base de l'idéologie utopiste juive israélienne et qui est en train un peu de s'effriter, commercialiser, technologie prend over, on n'a plus d'ouvriers
beaucoup d'ouvriers disparaissent, préfèrent... Alors, ça a été vécu aux premières années de l'État d'Israël comme quelque chose d'existentiel, finalement, l'agriculture. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'art essaye de remettre au goût du jour... Non, le but de l'art est d'éveiller notre attention à des sujets. C'est comme quand il y a des voisinages... voilà, vous voyez, c'est comme un laboratoire, c'est le musée de Petah Tikva, et là on voit Sharon Glasberg, un travail, elle a fait comme une serre qui devrait être à l'extérieur en fait, mais qui est à l'intérieur, et il y a 12 artistes qui font des performances. Sur Tomer Sapir, on va tout de suite en parler plus longuement, parce que c'est en outdoor et que c'est très impressionnant ce travail qu'il a fait, mais l'idée importante, c'est de toujours parler des tabous qui changent. D'éveiller les consciences. D'éveiller les consciences et d'être kicking, de dire où est cette agriculture, qu'est-ce qu'elle est devenue. On n'utilise que des employés thaïlandais. Comment on les traite? Et comment le nouvel laboureur, comment les serres vont être servis? Et beaucoup de vergers et de serres deviennent en ce moment des maisons, carrément, dans les kibbutzim. Donc on traite l'agriculture différemment. Il ne faut pas oublier que Petah Tikva est la mère de la terre d'agriculteurs. On dit que c'est la Imada Adama. Et donc, les artistes s'intéressent toujours. Voilà, ça, ils se sont... On va revenir sur Tomer Sapir et son travail dans un instant. Maurice, je voudrais savoir ce que vous en dites de ces images que vous voyez défiler sur les écrans. Mais ce que je comprends, c'est que dans l'agriculture, il y a le mot culture, de toute façon, donc ça doit coller. Maintenant, je vois plus de la nature. Est-ce que ça vous éveille? Est-ce que ça éveille votre conscience, l'esprit pionnier israélien? Est-ce que vous retrouvez dans ces images? Les artistes sont tourmentés par ce qu'on fait de la nature. C'est ça que je comprends de ces dessins. L'agriculture, c'est encore un autre sujet pour moi, je ne maîtrise pas. Aussi, surtout, il faut parler des rêves utopiques. Et là, l'artiste essaie de bouger les terres. Vous voyez, on parle toujours de sujets qu'il faut... Vous me dites vous-même, Maurice, montre-nous des choses plus jolies. Mais là, c'est la nature. Et en fait, souvent, ces artistes travaillent comme dans un laboratoire. Souvent, ils travaillent avec Weizmann Institute. C'est devenu vraiment un concret, la collaboration d'artistes. Alors d'ailleurs, Tomer Sapir, que vous êtes venu nous présenter plus en détail aujourd'hui, lui, il a une véritable formation finalement scientifique. Tout à fait, je lui ai demandé pourquoi il n'était pas un chercheur. Il a dit je ne sais pas assez les mathématiques. Mais en fait, depuis qu'il a 4 ans, il ramasse, il voit, il exagère. Alors là, on la voit bien, hein, la connivence entre l'art regardez ça, c'est la comme... science. Oui. Là, au musée, c'est dehors, à l'entrée, on dirait qu'on est dans un pop art à la Andy Warhol, mais c'est une serre qu'il a construite, qui est complètement fausse. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a l'air d'être vrai, comme un vrai laboratoire. Mais en fait, il ramasse des pierres, des blés. Il a pris des blés qu'il a cassés en morceaux, comme si il voulait refaire la société, les gènes, les cellules. Alors c'est ça, parce qu'il s'est intéressé à une initiative, c'est ce que vous me racontiez, qui est très intéressante dans les pays baltes, une sorte d'arche de Noé finalement. Tout à fait, de germes pour les plantes. De plantes qui sont là, qui nous attendent après la catastrophe de la fin du monde. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas emmener les enfants voir une vraie serre, une vraie pépinière, plutôt que d'aller voir ces choses-là? Il faut faire les deux. Ah, les deux. D'accord, on va d'abord au kibbutz, et après on dévie à Petah Tikva et on va au musée où on se dit... et puis, vous voyez la lumière. Donc la lumière ne vient pas de ces pierres ou de ces cellules ou de ces germes qu'il arbore et qu'il aurait à bord. Il a trouvé des LED, de la lumière, qu'on met dans des vraies serres dans le monde, qu'en Israël on n'a pas encore, parce que ça coûte très cher, et qui aident la nature, les plantes et les germes à se proliférer, hein, je sais pas, à se reproduire. Comme ça. Et il a vu que ça changeait toute la couleur de la serre, c'est-à-dire physiquement, et ça devient violet, ça fait genre un peu, je dirais, mais presque discothèque, alors qu'on est dans une serre biologique de fin des temps. Donc ces mélanges-là, justement, de la nature, de la société, une façon aussi de joindre nos frayeurs. Le beau. Oui, et puis des frayeurs. Il parle là, qu'est-ce qu'on va devenir après? Les mutations, le cloning, le fin du monde, qu'est-ce qu'on va être? Et regardez les germes. Il a produit et reproduit des dizaines de germes qu'il a coupés en petits morceaux. Les enfants, ils ne peuvent pas le voir dans une serre normale. Mais c'est beau, non? Est-ce que dans ce musée de Petah Tikva, on reçoit une explication sur ces choses-là? Oui, d'abord, oui. Tout est expliqué dans l'art conceptuel, bien sûr. C'est pas évident moi-même. J'ai dû aborder avec beaucoup de détails. Oui, c'est très conceptuel, mais c'est en même temps, je pense, intéressant de s'intéresser à ce qui est à côté de nos En tout cas, bravo d'avoir fait face au sceptique qui a joué. Oui, en tout cas, qu'on a parlé d'architecture. Ce matin, merci beaucoup à vous d'avoir été sur ce plateau. Ce matin, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Un journal à suivre tout frais, tout chaud, présenté par Steve Jourdain. Excellente journée.
Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir à présent d'accueillir Monsieur Roberto Maroni. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes une personnalité politique italienne, fondateur du parti La Ligue du Nord, plusieurs fois ministre de l'Intérieur notamment. Et vous êtes aujourd'hui président de la région de Lombardie. Alors je vais passer à l'anglais pour être sûr que vous me compreniez bien. Merci d'être là. Qu'est-ce qui vous amène en Israël ? Je suis ici pour promouvoir l'Expo Milan 2015, une importante exposition qui débutera le 1er mai et qui durera jusqu'à la fin octobre. J'ai rencontré des membres de la communauté économique d'Israël. Je les ai invités à se rendre à Milan à cette période car c'est une formidable occasion de se réunir. Le monde entier sera représenté à Milan. Je les ai donc rencontrés pour les inviter à se joindre à ce grand événement. Alors justement, Israël souffre de boycott économique de la part de certains pays européens. L'Italie en fait partie de ces pays-là. Je pense qu'il ne faut pas boycotter Israël. Vous savez, en tant que gouverneur de la plus importante région d'Italie, la Lombardie, qui compte 10 millions d'habitants, ce qui représente un quart du PIB italien, je veux aider, je veux participer à cet effort pour Israël, car ce pays mérite notre aide. Israël et l'Italie ont toujours été de grands alliés. Qu'est-ce qui rapproche, selon vous, ces deux pays ? We share the same history, we share the same future, I would say, because we are part of the Mediterranean area. Nous partageons la même histoire, nous partageons le même avenir. Nous faisons partie de l'espace méditerranéen et nous sommes engagés à maintenir la paix dans cette région. Cette région est agitée, comme nous le savons tous, mais nous devons prendre part au processus de maintien de la paix dans le monde entier, mais plus particulièrement dans cette région de la Méditerranée où nous vivons. Alors dans cet objectif, vous avez également rencontré l'ancien président israélien Shimon Peres. Absolument, je l'ai rencontré ce matin. C'était très émouvant, c'était une rencontre très intéressante. Je voudrais que la Lombardie puisse contribuer à ce projet en fournissant des soins médicaux. C'est un projet qui mérite d'être soutenu. Avec sa fondation pour la paix. Oui, la fondation pour la paix. Nous en avons discuté, je l'ai invité à Milan. Il m'a dit qu'il s'y rendrait en septembre pour l'expo. Je voudrais profiter de l'occasion pour signer un accord entre la région de Lombardie et cette fondation. Alors parlons de la paix justement et parlons de politique israélienne. Vous le savez, Israël devrait se doter dans les prochains jours d'un nouveau gouvernement. L'une de ses priorités sera de restaurer de bonnes relations avec les États-Unis, mais également avec l'Union européenne. Est-ce que pour atteindre cet objectif, Binyamin Netanyahou devra faire un geste clair, tendre la main aux Palestiniens ? I don't want to give advice to him. He knows what he has to do. We are interested as Italy, as Europe, in the peace. Je n'ai aucun conseil à lui donner, il sait ce qu'il a à faire. L'Italie et l'Europe veulent voir le processus de paix se poursuivre, tout en respectant bien sûr les différentes parties engagées. Nous sommes bien sûr les amis d'Israël, nous voulons que le processus de paix se poursuive et nous soutenons les actions du gouvernement israélien. Alors est-ce qu'Israël doit, selon vous, faire l'objet de sanctions si Binyamin Netanyahou ne fait rien pour promouvoir le processus de paix ? Je suis opposé aux sanctions. Elles sont généralement inefficaces. Je préfère promouvoir activement la paix. Voilà, c'est un désaccord que vous avez avec l'Union européenne d'ailleurs. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou, par sa gestion du dossier palestinien, a isolé Israël sur la scène internationale ces dernières années ? No, I don't think so. I don't think so. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. De temps en temps, on entend dire qu'Israël est isolé. Mais je pense qu'Israël se défend. Israël défend son droit d'exister. En tout cas, c'est mon opinion. Je pense que l'Union européenne doit participer à ce processus et protéger tous ceux qui aspirent à la paix dans cette région. Alors Binyamin Netanyahou a été mandaté officiellement par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, pour constituer une coalition. Ça s'est passé hier soir à la présidence du Conseil. Je vous propose d'écouter Binyamin Netanyahou.
Monsieur le Président de l'État, son Excellence Reuven Rivlin, c'est avec un sentiment de profonde responsabilité que j'accepte la responsabilité, la tâche de composer un gouvernement que vous venez de me confier. Je dois vous dire que je suis ému, comme si c'était la première fois, et je suis fort conscient de la grande responsabilité qui m'incombe. Citoyens d'Israël, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée afin de diriger notre pays en cette période. Je me considère comme le Premier ministre de chacun et de chacune d'entre vous, ceux qui m'ont élu et ceux qui n'ont pas voté pour moi. J'œuvrerai pour penser les blessures, pour relier ces pans de la société qui se sont déchirés pendant cette campagne électorale. Nous devons maintenant mettre cette campagne électorale derrière nous et nous concentrer sur ce qui nous unit. Le nouvel gouvernement qui sera créé, je m'y engage à suivre cette voie, la voie d'un État juif et démocratique qui respecte l'égalité des droits pour tous ses citoyens sans différence de religion, de genre ou de croyances politiques. Ça a toujours été le cas et cela continuera. Deux défis importants attendent le prochain gouvernement. Assurer notre sécurité et améliorer le bien-être social. Deux objectifs pour Binyamin Netanyahou, les questions sociales et la sécurité. Alors sur la sécurité, monsieur, un mot du dossier iranien. Un accord pourrait être signé entre l'Iran et les 5+1 dans 6 jours. Sur ce dossier-là, la France est un allié d'Israël dans ses craintes d'un tel accord. Quelle est la position d'Italie sur ce futur accord? Je crois que nous devons soutenir les mesures du nouveau gouvernement Netanyahou car il a été élu. La démocratie est importante. Il a été mandaté pour gouverner Israël. Comme je viens de l'entendre, ces deux objectifs sont particulièrement ambitieux et d'une haute importance. Nous, la communauté européenne et je dirais même la communauté internationale, devons lui apporter notre soutien sans pour autant lui dicter ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire et je suis convaincu qu'il veut la paix. Il tient à ce que tout le monde ici vive en paix. Et nous devons le soutenir. En tout cas, telle est mon opinion. Alors sur cette question iranienne et cet accord en passe d'être signé, est-ce que vous comprenez les craintes d'Israël? Oui. Est-ce que l'Italie va jouer un rôle international pour aider Israël à faire entendre sa voix? Play a role. I'm not sure Italy is going to do this. Je crois que l'Italie doit jouer un rôle, mais je ne suis pas sûr qu'elle le fera, car on considère l'Italie comme une nation indépendante, capable d'agir comme elle le souhaite, mais ce n'est pas le cas. Nous faisons partie de l'Union européenne. C'est actuellement Bruxelles, et non pas Rome, qui est chargée de gérer la politique étrangère. Je pense que l'Italie, qui occupe une place centrale dans l'espace méditerranéen, devrait demander à la Commission européenne de se voir remettre la direction de la politique étrangère européenne. C'est ce que devrait faire l'Italie. Mais il faudra le demander à M. Renzi. Alors parlons de M. Renzi, de la politique européenne. Vous êtes le fondateur de la Ligue du Nord, un parti opposé à la politique migratoire de l'Europe, un parti opposé à la politique monétaire de l'Europe. Vous-même êtes connu pour vos actions contre l'immigration illégale. Mais quelles sont alors vos solutions? Il n'y a aucune politique migratoire à l'échelle européenne. Chaque État est abandonné à son propre sort. L'Italie se sent abandonnée? Oui, j'étais ministre de l'Intérieur et j'ai dû faire face à ce qu'on appelle le printemps arabe en 2011. Nous étions abandonnés. C'est ça l'Europe. Ça ne marche pas dans ce domaine-là. Mon parti et moi-même disons que
n'importe qui peut venir en Italie tant qu'il s'agit d'une immigration légale, d'un immigrant légal. Nous avons une loi qui détaille les conditions dans lesquelles on peut venir s'installer en Italie. Eh bien, si vous remplissez ces conditions, alors vous êtes le bienvenu. Mais sinon, vous devez rentrer dans votre pays, c'est très simple. Mais c'est aussi très clair. Alors comme tous les pays européens, l'Italie doit faire face au terrorisme. Des membres de Daesh, de l'État islamique, sont désormais face aux côtes italiennes en Libye. Est-ce que l'Europe en fait assez, selon vous, face à cette menace ? Je pense que l'Europe n'en fait pas assez. Je crois que nous devons aller en Libye au nom de la communauté internationale et mener ce processus dans l'objectif de maîtriser la situation sur place. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent en Italie ou en Europe. Il n'y a aucune politique migratoire européenne. Chaque pays est donc abandonné à son propre sort et c'est évidemment très mauvais. Un mot de la politique monétaire européenne. La dernière crise en date concerne la Grèce. Cette crise nous apprend quoi sur le fonctionnement de l'Union européenne ? Eh bien, cela nous apprend que l'euro ne fonctionne plus. Nous tenons à dire que l'euro n'est pas la seule solution possible. L'Italie doit quitter la zone euro ? Je ne sais pas, cela dépend de l'économie locale. Pour nous, pour la Lombardie, pour le nord de l'Italie, je suis convaincu que l'euro n'est pas la bonne solution. Il y a 5 ou 10 ans peut-être, mais maintenant c'est mauvais pour notre industrie. Nous avons 10 millions d'habitants en Lombardie, pour 1 million d'entreprises. De petites entreprises, ce qu'on appelle les entreprises familiales. Elles ne peuvent pas résister face à la concurrence. Elles n'ont aucun avantage concurrentiel face à l'euro, ce qui n'était pas le cas à l'époque où nous avions notre devise nationale. Aujourd'hui, elles ont perdu cet avantage. Pourquoi ? Est-ce que nous devons leur dire qu'elles ne peuvent pas faire face à la concurrence parce que nous sommes obligés d'être dans la zone euro ? Pourquoi ? Si c'est une bonne chose, nous devons rester. Sinon, nous devons partir. Alors vous ne pensez pas que l'Europe sera en mesure de renouer avec la croissance dans les mois ou les années qui viennent ? Je ne pense pas. L'euro n'est pas régi par les gouvernements. Il est régi par la Banque centrale europééenne, qui elle-même est gérée par des banques privées. C'est étrange que la devise européenne ne soit pas gérée par le gouvernement. Mais c'est ce qui est en train d'arriver en Europe, et ça n'a rien à voir avec la démocratie. Parlons des courants politiques qui traversent l'Europe. En France, le Front National marque des points de jour en jour. Est-ce que vous pensez que les Français, que les Italiens, notamment ceux de votre parti, cherchent des réponses chez les partis à l'extrême de l'échiquier politique et plus chez les grands partis du centre ? Je pense que cette différenciation est loin de la réalité. La gauche, la droite, le centre, ces catégories appartiennent au passé. Aujourd'hui, nous devons affronter des problèmes concrets, de vrais problèmes. Si un tiers du peuple français vote pour Marine Le Pen, je ne le considère pas comme l'extrême droite. Je le considère comme un peuple qui demande un changement, qui veut quelque chose de nouveau, qui veut investir dans la sécurité. Ce sont les sujets chers à Marine Le Pen. Que répondez-vous à ceux qui accusent votre parti d'être populiste et raciste ? Populiste, vous savez, ça vient du mot peuple, donc je suis fier d'être proche du peuple. Ce n'est pas une insulte pour vous d'être taxé de populiste ? Non. Et raciste ? C'est quelque chose que j'entends depuis des décennies, mais ça n'impressionne ni moi ni le peuple italien. Est-ce que vous connaissez personnellement Marine Le Pen ? Vous entretenez des relations personnelles et professionnelles avec la présidente du Front National ? Oui, c'est une politicienne tout à fait normale, elle a de bonnes idées. C'est une fille forte. J'espère qu'elle remportera la prochaine élection présidentielle.
she wins the next presidential election. Yes. Alors si elle l'emporte, la France aussi peut-être quittera la zone euro. Mais pour finir, le gouvernement Renzi vient d'être éclaboussé par un nouveau scandale de corruption. Ce n'est évidemment pas nouveau, ce genre de scandales qui ont accompagné Berlusconi tout au long de ses mandats. C'est un problème endémique à l'Italie? Non, je ne crois pas. Je crois que nous mettons plus qu'il en faut l'accent sur ces questions, sur ces problèmes et ce genre de situation. Maurizio Lupi, qui a démissionné de son poste de ministre, n'est mêlé à aucune enquête judiciaire. Il a simplement passé un appel téléphonique pour demander à une personne si elle accepterait de rencontrer son fils. Voilà tout. Est-ce de la corruption? Est-ce suffisant pour qu'un ministre démissionne? En Italie, oui. Dans le reste du monde, la réponse est non. Roberto Marroni, président de la région de Lombardie, merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin. Merci.